Monsieur Maurice Gourdeau-Montagne, vous avez été ambassadeur de France en Chine de 2014 à 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter les moments les plus marquants, bons ou mauvais, de votre carrière en tant qu'ambassadeur de France en Chine? J'ai été ambassadeur effectivement pendant 3 ans. J'avais eu une expérience antérieure de la Chine, euh, brève, mais néanmoins marquante. La première fois que je suis venu en Chine, c'était en 1986. Et j'étais avec mon ministre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Bernard Raymond. Nous avons été reçus, c'était début mai 86, par Deng Xiaoping. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Deng Xiaoping, dont je me souviens particulièrement de la petite taille, mais surtout de l'intensité de la personne, l'intensité qui se dégageait de sa personne. Et ça, c'est pas une question de taille, c'est une question de charisme personnel. Et ça m'avait impressionné. Et puis après, j'ai fait le dialogue stratégique quand j'étais chez le président Chirac pendant près de 5 ans. J'allais régulièrement en Chine et je recevais régulièrement un diplomate chinois éminent, Dai Bingguo, qui était au Conseil des affaires d'État pour les questions de politique étrangère. Et j'ai beaucoup appris de lui, parce qu'il avait une vision du monde qui m'enrichissait. J'apprenais la manière chinoise de voir le monde, la manière chinoise de rechercher l'équilibre, la manière chinoise de faire le multilatéral. C'était au début des années 2000, entre 2002 et 2007. Et c'était une période très faste de notre relation. C'était le président Chirac avec Jiang Zemin et ensuite avec Hu Jintao. Et j'étais reçu par le président chinois à l'époque quand j'allais à Pékin. C'était donc une période de grande confiance entre la France et la Chine qui m'a montré que oui, nous pouvons travailler en confiance à de grands projets avec la Chine, chacun gardant, je dirais, son identité dans le respect de l'identité de l'autre, de son histoire, de ce qui l'a façonné, de sa culture, etc. Et on a monté beaucoup de grandes idées. Et puis après, je me suis retrouvé à Pékin, là j'étais sur le terrain, j'ai beaucoup circulé dans ce pays que j'ai aimé, c'était toujours un accueil extrêmement intéressant, c'était une Chine qui avait déjà changé par rapport à celle que j'avais connue au début des années 2000. C'était le début du premier mandat de Xi Jinping, en 2014, et la Chine est un pays en pleine évolution, de puissance. J'ai circulé dans toutes les provinces, on a monté beaucoup de coopérations dans le domaine industriel. J'ai été à Taishan voir pour l'inauguration, enfin pour le chargement nucléaire de la centrale de Taishan. Moment historique. Moment historique, et je me disais, l'EPR, ça fonctionne avec les Chinois, donc ça fonctionnera ailleurs aussi. J'ai été dans le Heilongjiang à des conférences à l'autre bout, des conférences sur l'agroalimentaire. Partout, j'ai rencontré du dynamisme. J'ai été dans le Jilin, j'ai été à Changchun plusieurs fois. Le nord, le sud, l'est, j'ai été à Chengdu, j'ai été jusqu'à Kashgar. J'ai circulé le plus possible pour sentir ce pays, sentir sa vie, sentir son organisation, sentir ses ambitions. J'ai vu partout, je dirais, une qualité, je dirais, d'identité des Chinois par rapport à eux-mêmes. Une fierté d'être Chinois, une fierté des réussites de la Chine, une confiance dans l'avenir. Alors, depuis le Covid est passé par là, la Chine est en train de vivre une nouvelle période. Je pense qu'avec sa force, sa puissance, sa taille, la Chine continue à être un moteur. D'où notre intérêt à nous de continuer à travailler avec la Chine. Mais mon souvenir, il est positif. Je n'ai pas de... Ce qui est plus compliqué, c'est que pour nous, il y a un côté un peu, je dirais, c'est une civilisation, c'est une langue, c'est un patrimoine matériel, mais souvent immatériel. Il faut entrer dedans. Et nous sommes deux mondes très différents. Les premiers contacts entre la Chine et l'Occident, c'est finalement je ne parle même pas de Marco Polo, c'est trop ancien. Ce sont des contacts à l'époque des Jésuites et des empereurs de Chine. Entre des gens qui avaient une conception de l'histoire, une conception du monde, une conception de l'espace et du temps qui n'est pas toujours la même. Comment trouver les moyens de s'entendre? Et pour cela, on a besoin de passeurs entre la France et la Chine, des gens qui ont un pied en Chine, un pied en France, et dans leur tête, un côté français et un côté chinois. Et je ne dis même pas occidental, je parle de la France. La France a toujours eu une passion pour la Chine. Rappelons-nous que la première chaire d'études de langue chinoise, de langue et civilisation chinoise et de civilisation tartare-mandchoue, c'est en France qu'elle a été installée. C'est par Napoléon, à la fin du Premier Empire.
Et donc, il y a cette passion. Les premières grammaires du chinois ont été faites en France. Les Anglais ont fait beaucoup aussi, mais la France était toujours un précurseur. Essayons de rester des précurseurs. Et quand je me promenais en Chine, quand je parlais avec des Chinois, j'étais, je dirais, poussé par cet intérêt à essayer de comprendre pourquoi les Chinois sont comme ils sont. Je suis différent. Quelle est cette grande civilisation? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Le monde est global. Nous avons donc besoin les uns des autres. Et nous avons besoin, comme l'a dit le président Macron, nous avons besoin de la Chine pour la paix. Nous avons besoin de la Chine pour le climat. Nous avons besoin de la Chine en toute chose, parce que la Chine, par sa taille, pèse sur l'avenir du monde. La France essaie d'apporter sa contribution. Et mes souvenirs entre la France et la Chine, j'ai rencontré des grands dirigeants, j'ai rencontré des gens plus humbles, j'ai des souvenirs excellents par exemple à Canton, dans des ruelles, avoir été dans des restaurants dans la rue où on va choisir son fruit de mer, dans des aquariums. Bon. Qu'on passe de l'un à l'autre, c'est toujours la Chine. Il y a une atmosphère particulière que j'ai beaucoup appréciée. La Chine peut parfois aussi se refermer sur elle-même. Et là, c'est comme une huître, on ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que notre intérêt, c'est de garder la Chine ouverte, parce que nous avons besoin de travailler ensemble. Vous avez été le conseiller diplomatique du président Chirac de 2002 à 2007, qui était un vrai passionné de culture chinoise, entre autres, mais de culture asiatique plus généralement, et un ami du peuple chinois. Il a promu le développement des relations franco-chinoises au centre de sa politique étrangère. Est-ce qu'on peut dire que c'était l'âge d'or des relations franco-chinoises? Et quels souvenirs gardez-vous de cette époque avec Monsieur le Président Chirac? Alors c'est vrai que vous avez raison, ça a été un âge d'or de la relation entre la France et la Chine. Le président Chirac avait un intérêt personnel pour les relations avec la Chine. Il avait un intérêt personnel pour la culture chinoise, pour l'art chinois. Et cet intérêt était venu chez lui, comme vous le savez, par la fréquentation qu'il avait eue du musée Guimet quand il était enfant. Car ses parents avaient comme pensionnaire un vieux monsieur russe d'origine, qui avait quitté la Russie au moment de la révolution bolchevique, et qui était un spécialiste des civilisations asiatiques, et qui emmenait le jeune Jacques, il était enfant, au musée Guimet. Et il écoutait, et il s'est pris de passion pour la civilisation asiatique, et en particulier la Chine. Et je me rappelle que le président Chirac continuait à approfondir ses connaissances, et notamment, je le raconte dans un livre, dans les conseils européens qui duraient des heures et des heures. On ne prend pas la parole tout le temps quand il y a 27 pays. Et donc il apportait des revues d'art asiatique, et il travaillait ces revues d'art asiatique dans les passages qui ne nous concernaient pas, les passages de la Réunion qui ne nous concernaient pas. Donc il continuait à s'intéresser à cela. Je me rappelle d'une visite que nous avons faite en Chine, je crois que c'était en 2004, même oui. Nous sommes allés à Shanghai, nous sommes allés à Chengdu, on est allé à la maison de Tu Fu, à Chengdu, où je suis retourné plusieurs fois quand j'étais à Pékin. Il y avait eu des excavations de statuaires chinoises, et le président Chirac s'était fait présenter les statues qui avaient été sorties de terre, et il avait été capable de faire la datation, notamment par la connaissance des boutons de tunique, la connaissance des lobes d'oreilles, etc. Et à 50 ans près, il était pratiquement tombé pile sur le moment où les experts chinois eux-mêmes travaillaient. Donc il avait une connaissance intime, il aimait travailler à ce pays. Donc ça a été une grande période, c'est l'époque où on a établi le dialogue stratégique. Il y a eu des visites régulières, à la fois pendant le premier mandat, la visite de Jiang Zemin, dont chacun se souvient en France. Il y a eu les visites du président Chirac sur place en Chine. Il y est allé, je crois, 3 fois au total, 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, on sentait, parce que c'était sa volonté, que la Chine prenait place dans le concert des nations. Elle était en plein, je dirais, en plein élan du développement qu'elle a connu de manière encore plus forte plus tard. C'était la Chine qui était marquée par l'esprit de la réforme et de l'ouverture. C'était la Chine qui avait confiance dans le monde. C'était l'époque où la relation entre la Chine et les États-Unis était beaucoup plus détendue, et donc ça jouait naturellement un rôle. C'était une époque où finalement, oui, il n'y avait
la confrontation n'existait pas. Il y avait des concurrences, mais il n'y avait pas de confrontation. C'est l'époque où la Chine est rentrée à l'OMC, en 2001. Bref, est-ce que nous avons compris comment la Chine évoluerait? Je n'en sais rien. Les pays n'évoluent pas comme on le souhaite, ils évoluent comme ils le veulent, comme ils évoluent par eux-mêmes. Mais ce qui est certain, c'est que le président Chirac était très attentif à ce que la Chine soit partie prenante de ce que nous faisions. Et quand il y a eu la guerre en Irak, il y a eu, donc, vous le savez, une relation très étroite entre la France et l'Allemagne pour refuser la guerre. Les Russes aussi, le président Poutine, refusait la guerre, c'était en 2003, et nous avions réussi à faire une sorte, je dirais, d'alliance à 3+1. Et c'était la relation entre la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine. C'était la Chine de Hu Jintao, j'étais à l'époque conseiller diplomatique, j'ai beaucoup parlé avec les Chinois à l'époque, avec Deng Xiaoping, et ça a été l'époque où nous avons refusé la guerre parce que nous trouvions que cette guerre en Irak était une guerre illégitime et illégale, et qu'il ne fallait pas, je dirais, se servir des institutions de l'ONU pour essayer de justifier une guerre qui n'avait pas à l'être. Et nous avons été en coordination permanente. Il y a donc la preuve que nous pouvons, sur des grands sujets, travailler ensemble, dans des moments très graves qui déstabilisent la planète. Le résultat de la guerre en Irak, ça a été tout ce qu'on connaît, Daesh, le terrorisme, etc. Je pense que là, nous avions, grâce à cette entente que le président Chirac avait su promouvoir avec des interlocuteurs qui étaient dans le même état d'esprit, nous avons réussi. Nous n'avons pas bloqué la guerre, mais nous avions senti les choses. Et c'est là où le dialogue permanent est quelque chose d'essentiel. Le président Chirac téléphonait au président Hu Jintao. Il y avait des dialogues à tous les niveaux, les diplomates faisaient leur travail, chacun travaillait à la paix. La guerre a éclaté, cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu, et en l'occurrence, nous avions vu juste entre les uns et les autres. Il faut donc continuer à se concerter. Ce que je voudrais dire aux Chinois et aux Chinoises qui m'écoutent et qui m'ont fait l'honneur et l'amabilité de m'écouter, c'est un message de confiance. Je crois qu'il y a chez nous, les Français, les Chinois, depuis l'époque du général de Gaulle, en passant par le président Chirac et les présidents français, il y a une volonté de continuer à avancer ensemble, de trouver de nouvelles règles, d'écouter le monde, le cœur du monde qui bat. À quel rythme ce cœur du monde est-il en train de battre? Il ne faut pas battre trop fort, il ne faut pas battre trop lentement. Il faut trouver le bon rythme de la pulsation du monde, travailler ensemble, établir des règles nouvelles, adapter les règles existantes, rechercher la paix systématiquement, développer le dialogue pour la paix, parce que la paix, c'est la stabilité, c'est la prospérité des peuples, c'est le bonheur des gens, le bonheur des familles, le bonheur de ceux qui regardent l'avenir. Et donc, je dis à nos amis chinois, confiance dans la relation entre la France et la Chine. Nous avons depuis toujours un intérêt réciproque à nous connaître. Et puis, visitons nos pays, connaissons-nous, apprenons l'histoire de l'un et de l'autre. Nous sommes construits par ceux qui nous ont précédés. Connaissons-nous nous-mêmes et connaissons l'autre. Vous avez écrit un livre, Les autres ne pensent pas comme nous. Vous alertez contre les risques d'une politique étrangère qui sous-estimerait le poids des émotions et des passions des peuples. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en prenant l'exemple de la Chine? Je crois qu'il faut effectivement ne jamais sous-estimer dans les décisions qui sont prises par des dirigeants le poids de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est la géographie, c'est les règles qui sont établies, mais c'est aussi les émotions des peuples. Les émotions des peuples, c'est les malheurs qui ont frappé les peuples et que l'on se raconte de génération en génération. Les malheurs qui viennent des voisins, les malheurs qui viennent de gens qui sont arrivés de l'extérieur. La France, je prends l'exemple de la France. La France a été un pays envahi à plusieurs reprises. La France a connu 2 guerres mondiales. La France a été dévastée pour 1/3 de son territoire pendant la Première Guerre mondiale. La France a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France a eu des chocs. La France a connu les guerres de décolonisation. Et des millions de Français sont revenus en France, donc c'était compliqué. Pour la Chine, je regarde l'histoire de la Chine, il y a les fameux 100 ans d'humiliation dont parle souvent la direction chinoise. Oui, il y a eu des étrangers qui sont venus,
des situations qui se sont créées, qui étaient des situations d'injustice, des situations de souffrance, qui ont marqué aussi les esprits. Donc ayons en tête, dans la politique d'un pays, comment il se représente sa propre histoire, son propre sort, son propre destin. Et donc, c'est ce que j'essaye de dire. Quand je regarde la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a l'obsession russe de sa sécurité sur ses frontières. Où sont les frontières de la Russie? Ce sont des frontières, depuis Catherine II, les frontières ne sont jamais vraiment définies. L'Ukraine a aussi ses émotions, les émotions qui sont celles de la famine déclenchée par Staline dans les années 30. Donc chaque peuple a ses émotions. Israël et la Palestine, même chose. Israël, c'est la Shoah. La Palestine, c'est le fait que depuis 70 ans, les droits du peuple palestinien n'ont pas été mis en œuvre. Alors, le problème, c'est quelquefois l'incompatibilité, je dirais, à comprendre l'autre, l'impossibilité de comprendre les émotions de l'autre. La France et la Chine, de ce point de vue, ont des émotions différentes, mais quand nous nous parlons, essayons de comprendre ce qu'il y a dans la tête, parce qu'un dirigeant, il travaille pour son peuple. Et le peuple porte ses émotions qu'on se passe de père en fils, d'oncle à neveu, de grand-père à petit-fils ou à petite-fille, et on porte chacun le poids de ses émotions. C'est aussi les émotions qui sont des gloires. Ce qu'on a, les triomphes que nous avons pu avoir, les triomphes culturels, les triomphes militaires, il y a des fiertés. Les pays ont des fiertés aussi. Ça fait partie aussi je dirais, du comportement des peuples. Comment voyez-vous l'image de la Chine dans le monde et en particulier en France? Je pense que l'image de la Chine est une image qui est généralement positive, mais qu'il faut être attentif à ce que cette image conserve son côté positif. Je pense qu'il y a aujourd'hui une image qui est un peu ternie par rapport à ce qu'elle pourrait être. Ça pourrait être une image dans laquelle les choses pourraient être mieux prises en compte. Je pense qu'il y a un point important qui est la question des opinions publiques. Les opinions publiques en Occident sont volatiles. Et donc, il faut charmer l'opinion publique. Et je dirais que de ce point de vue, la Chine travaille à ses intérêts, c'est normal. Mais quelquefois, il y a des décisions chinoises qui sont mal expliquées à l'extérieur, qui mériteraient d'être mieux expliquées, parce qu'elles ont leur raison d'être. Et je me méfie du travail qui peut être fait par ceux qui veulent nuire aux relations de la Chine avec l'extérieur. La Chine elle-même doit apporter sa contribution pour améliorer une image qui est la sienne, qui était excellente, qui est un peu moins bonne aujourd'hui, qui quelquefois fait peur, à mon avis, à tort. C'est la raison pour laquelle il faut se parler beaucoup. Il faut être en dialogue avec la Chine. Il faut avoir des visiteurs. Il faut créer des mouvements d'opinion en Chine qui connaissent mieux l'Occident et en Occident, et je parle de la France, faciliter. C'est pour ça que la décision, par exemple, des visas, de l'exemption de visa pour 15 jours, décidée par le gouvernement chinois pour la France et quelques autres pays de l'Occident, est une excellente décision parce qu'elle détend, elle montre qu'on peut, je dirais, respirer entre les deux pays. Il faut créer de la respiration. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, cette exemption de visa va vous amener en Chine à nouveau? Je l'espère vivement. D'y aller? J'espère beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Gourde-Montagne, Monsieur l'ambassadeur, pour cet entretien qui, j'en suis sûre, va apporter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances à nos téléspectateurs. Merci beaucoup.